politicard. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norberg au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire? Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet. Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. Cette conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rediffusé à 21h30. Free TV, la télé interactive. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norberg au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire? Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet. Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Vous le savez, c'était un rendez-vous, sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité, dénégation, parce que tout simplement, nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. Et c'est tout un plaisir que de vous retrouver pour partager donc ce regard. Commençons par partager cette pensée de Victor Hugo qui dit ceci: ce qui est honteux, c'est de changer d'opinion pour son intérêt et que ce soit un écu ou un galon qui vous fasse brusquement passer du blanc au tricolore et vice-versa. Bonne méditation en cette journée du 8 janvier 2021. Bienvenue au tribunal de l'actualité. Nous sommes vendredi. Je suis Lukman Sanfo, président du tribunal de l'actualité, deux juges au siège. Bena Bougouma, Geoffroy Vaha. Bonjour à tous les deux. Bonjour président Sanfo, bonjour juge Vaha, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougouma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci donc à tous les deux et merci à l'équipe de réalisation de cette émission et toutes nos excuses pour ce retard donc constaté dans le démarrage de cette émission du jour. Alors, on va parler de l'actualité et l'actualité au niveau donc de l'Afrique. D'abord, c'est cette investiture du président ghanéen Nana Akufo-Addo donc pour son deuxième mandat après sa victoire donc aux élections du 7 décembre 2020. Mais bien avant, plutôt plus tard dans la journée, on a pu constater l'armée ghanéenne intervenir donc dans l'enceinte du Parlement pour rétablir le calme
problème entre des députés du parti au pouvoir et ceux de l'opposition, élus aussi en décembre dernier et qui devaient donc faire leur rentrée et élire leur président. Aussi, donc, cette situation a été donnée de constater et nous allons on va donc se prononcer sur la situation. Dans la situation du Burkina Faso, on parle de cette affaire de malversation financière à la Sofitex où le procureur du Faso a dû féliciter le journal Le Reporter donc et qui a ouvert une enquête. Nous allons nous y pencher donc en parlant de collaboration entre la justice et donc les services de presse qui souvent lèvent des lièvres et qui finalement on a comme l'impression qu'il n'y a pas véritablement suite conséquente à ces histoires-là. Alors on va y porter un jugement. Voici donc les deux sujets que nous avons retenus ce matin. Après la virgule, vous allez entendre les regards donc des juges au siège en guise d'avant-propos. Je me retourne vers Bernard Bouma. Merci Président. Mon avant-propos va être la suite de ce que j'avais commencé hier sur Antoine Tiomoko Assalé, donc le maire de Tiassalé. J'avais dit qu'il candidate pour être député en tant qu'indépendant et il a dans sa besace des propositions de loi qu'il a baptisées loi de l'égalité citoyenne qui se décline comme suit. Parce que c'est beaucoup, je vais dire l'essentiel. Il dit la suppression de tous les frais de concours organisés par l'État et ses démembrements, l'organisation des concours pour le recrutement des enseignants par région en fonction des déficits. Et il dit le retour du service militaire obligatoire et de l'école citoyenne par région pour tous les enfants ayant atteint 18 ans. Donc l'interdiction de l'utilisation de véhicules administratifs les week-ends et jours fériés, sauf dérogation spéciale ou preuve d'un déplacement au bénéfice de la communauté. Mais il y a quelque chose de très important qui a retenu mon attention. Il dit l'obligation pour les partis politiques bénéficiant du financement public, non seulement de rendre compte de l'usage de cet argent, mais aussi de consacrer 20 à 30% de cet argent à la formation à l'esprit démocratique de leurs militants aux responsables locaux sous peine de suspension de ce financement. Donc, d'un point de vue, c'est ambitieux, mais je pense également qu'il faut y penser. On a des partis politiques, effectivement, au Burkina, chaque année, qui bénéficient de cette subvention de l'État. Mais à la fin, alors que dans les missions des partis politiques, il est mis la formation des citoyens à la conscience citoyenne, à l'éducation des masses. L'éducation. Il n'y en a pas. Cet argent-là, on ne sait pas d'ailleurs comment est-ce qu'il justifie auprès de l'État pour pouvoir encore de financement. C'est des activités hors campagne. Les médias y vont. En général, quand c'est des conférences de presse et autres, rarement c'est facturé parce que ce n'est pas des activités choses qui sont facturées, des déclarations de presse qui sont pondues. Mais après, ils arrivent à justifier, mais le volet formation n'est pas assuré. Et là, lui, il propose une obligation, non seulement de rendre compte de l'utilisation de l'argent, mais l'obligation de consacrer 20 à 30% de cet argent-là pour la formation à l'esprit démocratique, à l'esprit citoyen. Donc, pour les responsables locaux et autres. Donc, si vous ne faites pas ça, on vous suspend, comme on appelle ça, de pouvoir bénéficier de cet argent-là. Et je pense que c'est quelque chose de fondamental, c'est nécessaire. Il faut penser à former. Il faut penser. Mais qui va former les militants? Ce ne sont que les partis politiques qui vont former leurs militants. Maintenant, s'ils bénéficient de l'argent public pour ça, il faut qu'ils le fassent. S'ils ne vont pas le faire, il ne faut pas continuer de donner pour que quelqu'un puisse utiliser ça à d'autres fins. Surtout que beaucoup de partis politiques sont des entreprises familiales. Il y a un d'ailleurs qui les qualifie de GIE, des groupes d'intérêt économique. C'est juste pour ça. C'est des antennes de captation de sous, pour reprendre l'expression chère au juge Vaha. Mais en réalité, à un moment donné, ça devient comme ça. Et donc je dis, une proposition, si elle passe et si elle est appliquée, c'est déjà bien, ça va être une première sous nos contrées. Mais je pense également qu'il faut qu'on y arrive et faire en sorte que la conscience citoyenne puisse être poussée à un autre niveau. Donc c'était ce que j'avais retenu comme avant-propos, parce que quand j'ai vu des propositions qu'il a déclinées, cette proposition a retenu mon attention, parce que c'est fondamental, la formation. Vous avez des cadres qui ne sont pas très bien formés politiquement, idéologiquement, à un moment donné, vous avez des problèmes.
Donc, même, c'est ce qui fait que, on a souvent ces problèmes-là dans nos partis politiques. Les gens ont appris à faire beaucoup de bruit, beaucoup de populisme, mais au fond, il n'y a rien. C'est la seule personne, et quand elle bouge, c'est fini. Puisque la base, il n'y a personne pour assumer une quelconque responsabilité. Et comme ce n'est pas bâti sur du solide, au moindre vent, on change de position pour continuer la même chose. Parce qu'on ne s'est pas entendu, on change de position. Là, ce qu'on a aujourd'hui, les partis politiques au Burkina ne sont pas, pour la plupart, nés de conviction. C'est né de frustration, c'est né pour la plupart de frustration. J'ai été déçu, donc je bouge, et puis puisque tout le monde veut être tête de rat, quelqu'un d'éléphant, comme l'a dit Oufoué-Boye. C'est ce que j'avais comme avant-propos. D'accord. Merci à vous pour ce regard donc, sur cette actualité. Ça va être au tour de Geoffroy Vaha. Oui, merci Président. Moi, mon avant-propos va concerner la lettre du continent qui a bénéficié d'une relaxe dans la poursuite judiciaire intentée notamment par le pouvoir d'Abidjan sur des propos qui ont été écrits en 2017. Et l'article portait sur le fonds de souveraineté dont disposait Alassane Ouattara. C'est combien c'est, je vais trouver le chiffre ici, voilà 520 millions d'euros. Quand vous faites un peu plus de 300 milliards de francs CFA. Et ce qui était relaté, c'est que le président ivoirien en disposait comme il voulait, parce que c'était composé aussi, quoi qu'on dise, de biens publics, et que par le truchement de son petit frère, qui lui était ministre des Affaires présidentielles, eh bien on en faisait ce qu'on voulait et comme on voulait. Et évidemment, quand on y voit, il y a la question d'un détournement qui en filigrane, est portée comme accusation à l'endroit du président ivoirien. Donc, c'est fort de cela qu'il a porté plainte. Et la décision, elle est tombée. Il y a reconnu la diffamation. Donc comme charge concernant le média, mais après, quand on lit le reste, il y a la relaxe, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont été pris en compte. On parle du journaliste qui doit bénéficier de l'excuse de bonne foi, et que l'article portait sur un débat d'intérêt général, et puis il y a le ton modéré qui a concouru à ce qu'il y ait cette relaxe, et puis la base factuelle qui était assez suffisante. Mais ce qui est reconnu, c'est que le juge pointe en particulier que les chiffres contenus dans la brève sur le montant du fonds en question sont bien conformes au projet de loi des finances de 2017, et que l'absence de précision des documents budgétaires justifie les interrogations et la suspicion dont l'article se faisait l'écho. Donc, on dit, il y a diffamation, mais ils ont fait leur travail. Je pense que ça nous interpelle, parce que tout à l'heure vous disiez et vous parliez de la contribution des journalistes dans un certain nombre d'éléments. On va aborder cela. Il y a la rigueur à avoir, et puis il y a le sérieux à mettre dans ce qu'on fait. Vous voyez, ce qui fait que la lettre du continent s'en sort, c'est le caractère modéré de son propos, et puis sur certains éléments dont il n'a pas tout les contours, il a préféré être prudent, mais poser des questions qui sont réelles et qui sont basées sur, quoi qu'on dise, quelques faits. Et c'est ce que reconnaît au moins cette justice-là, même si elle se dit qu'il y a diffamation. Donc c'est un travail qui a été bien fait, qui a permis d'interpeller. Maintenant, les uns et les autres se feront une idée. Aujourd'hui, on a le camp Alassane, notamment par le truchement de ses avocats, dont on a entendu la satisfaction relative au verdict qui est tombé. Mais au fond, la lettre du continent, qui est devenue autre chose maintenant parce que ça a fusionné dans autre chose, n'a pas trop préféré rentrer dans des réactions, parce que pour eux, le fond dit tout. Ça veut dire qu'ils ont fait leur boulot. Et je crois que c'est ce qu'on devrait retenir. Et le rôle, ce n'est pas de chatouiller et de faire rire le pouvoir en place. Non. Ou bien qu'il tape le tam-tam et que le pouvoir en place continue de danser dans la même cadence. Non. C'est là où ça ne va pas, de poser des questions et d'interpeller. Maintenant, toujours en respectant les règles et les normes qui sont les nôtres. D'accord. Merci également à vous, juge au siège Geoffroy Vaha, pour ce regard sur l'actualité en guise d'avant-propos. Merci donc à tous ceux qui nous ont rejoints. Que maintenant, on va sans plus tarder parler donc de la question, on va dire de la gestion, voilà, des cas de crimes économiques et de certaines malversations financières révélées par la presse nationale, parce que la dernière en date est celle parue dans le bimensuel Le Reporter, dans sa parution numéro 297 du 1er au 14 novembre 2020.
de soupçons de malversation financière à la société burkinabé de fibres textiles Sofitex d'un montant d'environ 90 millions de francs CFA. Alors, le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso, s'est aussitôt saisi de l'affaire et le 17 novembre dernier, il a ordonné l'ouverture d'une enquête pour faux et en écriture privée, usage de faux en écriture privée, détournement de biens publics et blanchiment de capitaux par la section donc de recherche de la 2e région de la gendarmerie. L'enquête, on apprend, a été menée par cette unité de police judiciaire qui a permis l'interpellation le 24 décembre 2020, la veille donc de Noël, de 3 cadres de la dite société, à savoir le directeur des finances et de la comptabilité, le directeur des ressources humaines et aussi le chef de service de paix. Et ils ont été en tout cas déposés au niveau de la prison d'arrêt. Alors, la maison d'arrêt, pardon, autant pour moi. On va donc porter un jugement sur ce qui peut être donné comme collaboration entre les activités des services de presse et également les instances judiciaires au niveau du Burkina Faso. Alors, Benabouma, pour commencer, avez-vous le sentiment que les autorités compétentes, à savoir les autorités judiciaires ou même de l'exécutif, sont promptes à s'intéresser aux questions donc de crimes économiques, ou bien on a comme l'impression que c'est devant souvent l'insistance ou l'évidence révélée par la presse qu'on se sent obligé d'agir dans ce sens-là? Bon, ce qui est donné de voir, c'est je suis d'accord pour la deuxième option. C'est insistant, ce qui est donné de voir. C'est vrai que c'est après la publication que le procureur est entré en scène. C'est la même chose dans l'affaire Canis, qui avait été traitée par Courrier confidentiel, et bien d'autres dossiers également qui avaient été révélés par les médias. Donc là aussi, c'est d'ailleurs bien qu'il y ait une suite. Du temps de l'indépendant de Norbert Zongo, c'était pas comme ça. Parce qu'à un moment donné, lui-même, ça n'offusquait. Vous traitez d'une affaire, le boss vérifie effectivement ce que vous avez dit, c'est exact en termes de malversation, mais il n'y a aucun résultat, aucune ligne qui va bouger par rapport à la suite. Ce qui fait que des dossiers de cette époque-là sont restés impunis. Et puis bon, on est passé à autre chose. Là, ça commence à changer petit à petit, c'est déjà bien. Mais en même temps, si pour des questions d'enquête menées par la justice, que le procureur, sous fond de soupçons de malversation, s'en saisisse et pour aboutir jusqu'au bout, ça se compte du bout des doigts. C'est rare, pour ne pas dire rarissime en réalité. Donc, sauf si on n'en entend pas parler. Parce que bon, c'est aussi une justice qui communique très rarement, parce que également gérant des dossiers sensibles. Mais c'est bien aussi que si des citoyens dénoncent et que le procureur fait ses enquêtes et que c'est avéré, que la loi commence à s'appliquer. J'ai dit là aussi c'est bien, c'est encourageant. Et c'est aussi le mérite de ceux qui ont choisi de faire l'investigation. Et donc, qui est bien. Donc, chacun a joué son rôle, chacun a joué sa partition. Et je pense que j'ai dit bien, c'est un début. L'essentiel, c'est que les choses continuent bien. Parce que dans l'affaire Canis, après, il y a eu beaucoup de bruit. Et on a l'impression qu'il y avait beaucoup de bruit pour rien. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, l'affaire est passée, puis bon, on est passé à autre chose. Donc, maintenant, ce dossier également arrive, ça défraie la colonie. 90 millions, c'est beaucoup. Pour une Sofitex également, qui a beaucoup de problèmes, qui traîne beaucoup de problèmes, soupçonné à tort ou à raison d'être une vache à lait de certains barons du pouvoir, mais aussi de la même Sofitex, effectivement. Je pense que c'est un effort des deux entités qu'il faut saluer. Geoffroy, est-ce que c'est aussi votre regard que on n'a pas véritablement l'impression qu'il y a un penchant particulier poussé contre les crimes économiques à travers justement la prise en main des affaires directement par la justice avant que celle-ci ne soit partagée par l'opinion ou dans la presse? Si oui, qu'est-ce qui peut bien expliquer cela? Est-ce que c'est la complexité donc de la démarche judiciaire, ou bien il y a clairement un manque de volonté de la part de ceux qui ont en charge ces types de questions-là? Alors, je pense qu'il faut reconnaître au moins quelque chose, c'est que
aujourd'hui, beaucoup de choses ont quand même changé. C'est-à-dire que, et puis il y a un contexte aujourd'hui qui fait qu'il y a une pression aussi tous azimuts lorsqu'il y a un dossier qui est livré et sur lequel beaucoup attendent qu'il y ait des explications ou pour le moins un début de volonté d'y voir clair. Donc ça fait que ça change la donne. Et la pression, on a vu beaucoup de procureurs soit venir s'expliquer sur un certain nombre d'éléments ou bien se saisir d'affaires parce que, bon, en tout cas, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été portés et donc voilà. Et puis moi je crois aussi que c'est la preuve que beaucoup de choses changent. J'en veux pour preuve par exemple un procureur qu'on retrouve au Centre national de presse Norbert Zongo pour discuter avec des journalistes sur l'avancée d'un certain nombre de dossiers brûlants sur lesquels pendant longtemps vous n'avez jamais vu un homme de la justice venir donner quelques points ou s'en expliquer parce que bon au détour des anniversaires on s'en rappelait tout juste et puis c'était fini. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, mais là, pour moi, on ne doit pas cacher la forêt, parce que lorsqu'il y a ce type de révélation, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il y a le fait de s'en saisir, et puis l'autre élément, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Moi, je ne veux pas vous faire l'économie de rappeler les incompréhensions qui ont été nombreuses après la relaxe récemment d'un monsieur dans une affaire que tout le monde a eu dans son téléphone portable, enregistré qui plus est par un maire qui aurait pris toutes les dispositions légales pour le faire. Bon, pour le commun des justiciables, je dis, bon, ça là, est-ce qu'il y a plus de preuves que ça? Maintenant, nous aussi, bon, comme on ne comprend pas grand-chose dans dire le droit, ce que nous on connaît, c'est ce qui est juste. Et ça, c'est beaucoup c'est dit, vous ou moi, au moins on peut avoir ça de transversal, de dire non, tu as tort, ou mais ce que tu as fait là n'est pas bon, parce qu'on a tous entendu. Maintenant, dire le droit, ça c'est autre chose. Ça, on le leur concède. Mais la justice, elle est où? C'est l'autre niveau de questionnement qu'il faut se poser. Maintenant, il est à espérer que, après ces dénonciations, parce que c'est de ça qu'il s'agit, l'écrit du journaliste est une dénonciation dont se saisit une institution qui a dans ses missions se doit de comprendre ce qui s'est passé parce que il y a violation claire d'un certain nombre de textes qui nous régissent. Et donc, on essaie d'y voir clair et on vous appelle, vous demande, voilà ce qui est dit. Et en vous écoutant, on se rend compte qu'il y a peut-être matière à continuer. On vous prend, on vous dépose. C'est un peu ce qui s'est passé avec nos trois messieurs, le directeur des... Je pense que le directeur des finances, le directeur des ressources humaines et puis le chef de service des payes au niveau de la société, ceux qui sont concernés par l'affaire de ces 90 millions en gros. Mais il y a un message aussi qu'il ne faut pas passer sous silence. Il y a le travail que le journaliste a fait, qui est bien, mais il y a un appel à l'endroit de toute personne qui aurait des éléments. C'est bien de s'asseoir et dire oui, les journalistes là, bon, c'est quand ça va pas, on dit bon, ceux-là, il ne faut même pas le travail, ou bien ceux-là, c'est ceci, c'est celui-là, ou bien ceux-là, des fois ils racontent des choses, c'est pas vrai. Mais des fois ils ne peuvent pas tout avoir. Moi, j'en veux pour preuve la question des mises à plat des salaires. On a reçu ceux qui avaient un travail à faire en amont ici, qui devaient voir un peu un certain nombre d'éléments dans certains ministères, avoir un certain nombre d'informations. Ceux même qui ont été mandatés par l'État avaient du mal à avoir des informations allant vers des ministères, malgré qu'ils aient des autorisations et un certain nombre d'éléments qui pouvaient leur ouvrir les portes. Mais imaginez-vous maintenant celui qui est en train de fouiller dans les poubelles pour pour savoir ce qui ne va pas. Parce que le rôle du journaliste, c'est ça. Ce n'est pas la façon dont le tableau a été peint et qui est beau, mais c'est pourquoi il y a des erreurs dessus. C'est un peu la réalité. J'aimerais qu'on parle justement, puisque vous en parlez du travail même de la presse. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est perçu comme un soutien, comme un apport considérable donc à l'action de la justice, ou bien ils sont aussi vus comme par certains dans l'exécutif qui voient souvent comme des dérangeurs, comme des gens qui veulent forcément se donner, en tout cas c'est une certaine qualité qui n'est pas véritablement cela.
est-ce que vous avez le sentiment que du point de vue de la justice, c'est perçu comme un grand apport ou bien c'est comme une concurrence entre les deux institutions? Moi, je pense que chacun est dans son rôle et c'est à chacun de le comprendre. Et le procureur du Faso, dans l'article qu'on lit, on saisit cette occasion pour saluer le travail de dénonciation du monsieur le reporter. Il n'y a pas plus clair que propos. C'est-à-dire, vous avez fait un bon boulot. Vous nous avez permis de nous intéresser à une affaire qui le mérite. Je pense que c'est ça le plus important. Chacun est dans son rôle. C'est entre les mains de la justice, ils vont faire leur boulot. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est qu'il y a peut-être ceux qui pensent faire un certain nombre d'éléments qui sont répréhensibles du point de vue de la loi et qui pensent que ça peut rester impuni, ou mais qui pensent qu'ils le font assez en cachette pour ne pas que ça se sache. Alors qu'il ne s'agit pas de biens familiaux, il ne s'agit pas de ressources qui leur appartiennent. C'est pour tout le monde. Donc quand vous prenez là, vous n'y avez pas droit. Il faudrait que vous sachiez que même quand c'est dans le noir là, l'autre là, ils l'ont attrapé. Est-ce que ça ne peut pas m'arriver? Et je suis convaincu de quelque chose. C'est qu'on ne change pas dans du laxisme. On ne change pas dans du laisser-aller. On ne change pas dans l'acceptation commune que ce qui est mal là, c'est pas grave. Tant qu'il n'y a pas des empêcheurs à ce que ça continue ainsi, ça va pourrir. Et je pense que le rôle aussi de journalistes, notamment ceux d'investigation, c'est bien ça. C'est de savoir qu'est-ce qui ne va pas, chercher des éléments, même quand ils n'ont pas tout, les quelques briques qu'ils ont et qui pour eux sont quand même assez forts pour se poser un certain nombre de questions, qu'ils les posent. Et que ceux qui ont les moyens de mettre la pression pour avoir un peu plus d'éléments, appellent les uns et les autres et vous allez voir comment ça va se passer. Les services qui sont incriminés, vous comprenez en même temps plus ou moins. Service des paies, direction des ressources humaines, et puis direction finance. Vous comprenez plus ou moins ce qui est en train de se tramer. C'est des services qui vont être bloqués, c'est des documents qui vont être saisis. Ce qu'un journaliste ne pourra jamais faire. Il ne pourra jamais avoir accès à un certain nombre de documents précieux qui sont par devers quelquefois les incriminés. Il faut une force au-dessus qui est qualité, qui est le poids, pour dire arrêtez, je vais investiguer. D'avoir une même voilà, qui a toute la légitimité pour le faire. Pas la légitimité, qui a toute la force plutôt pour le faire, parce que le journaliste a cette légitimité aussi de pouvoir fouiller. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Le journaliste fait jusqu'à ce qu'il peut. Parce que n'attendez pas à ce que celui qui soit en train de faire des choses louches vienne vous donner sur un plateau d'argent de venir regarder dans mes comptes. Déjà même ça sera difficile que vous puissiez l'avoir pour des explications que ce soit. Maintenant vous partez souvent dans les métiers que nous faisons de cas. Vous avez un cas de brimade, vous avez un cas de victime, et puis vous vous y intéressez, et puis derrière vous voyez qu'il y a plus gros que ça. Mais quand vous tenez un petit élément qui est de l'ordre du fait, pour lequel au moins vous n'avez aucun doute, vous posez la question de savoir, mais si lui, ça lui est arrivé, combien de personnes se sont tues? Quelle est l'échelle de l'ampleur? Et là, peut-être à partir du petit élément que vous avez, lorsque vous le déposez sur la table, il y a quelqu'un qui a qualité pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est plus... où il faut aller chercher, parce qu'il a les moyens de cela. Et je crois que tant qu'il n'y a pas ce tandem-là, ça sera compliqué. Lorsque la dénonciation n'est rien d'autre que du vacarme pour certains, ça ne pourra pas avancer. Mais lorsqu'elle est prise à sa juste valeur, dans l'interpellation qui est son rôle, et l'interrogation qu'elle suscite, on se dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas matière à regarder? Donc la justice, c'est là dans cette façon de voir, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. On met un certain nombre d'éléments sur la table, vous regardez, vous dites, ah, il y a matière. Dans l'affaire des charbons fins, l'affaire du charbon fin, on a discuté, on a parlé, on a épilogué, on s'est égosillé, mais à la fin, chacun a commencé à être prudent pour dire, attendez, c'est pas tout ce qu'on va aller faire sortir là, qui n'est pas richesse. Même ça encore on vend. Donc c'est déchet à valeur. Ça change le regard. Et ça, pour moi, c'est très important. Évidemment. Et Ben Abougma, on a vu dans l'actualité récente qu'il y a bien de cas de ce type de situation qui ont connu des abandons, donc de poursuites ou des libérations non comprises par l'opinion, au point que certaines sont en venir à dire que ils vont finir par décourager la presse dans, en tout cas, ses ardeurs de lutte contre la corruption ou les malversations.
Est-ce que là, vous partagez justement cette façon de faire et ne pas comprendre justement la suite réservée à certaines affaires de ce type-là? En tout cas, il y a de quoi décourager un éléphant, pour reprendre l'expression d'un professeur d'université. La réalité aussi, c'est que, effectivement, quand vous regardez, il y en a qui en ont fait un sacerdoce, de dénoncer la mauvaise gouvernance, de plaider pour une bonne gouvernance, mais de dénoncer également les malversations ou les abus qui sont faits sur la base de ce qui a été confié aux uns aux autres comme bien, comme patrimoine commun. À la fin, le résultat, en tout cas, il est décevant, parce que ce n'est pas que des dénonciations ne sont pas faites. Souvent, ce qui s'est passé à Bobo, ce n'est même pas fait. Il n'y a même pas une suite. C'est-à-dire de situer clairement les choses pour que l'on sache si réellement c'est ça ou ce n'est pas ça. Donc vous voyez des gens qui circulent avec une étiquette sur leur front d'hommes ou de femmes qui se sont adonnés à de la malversation. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce ne l'est pas? C'est resté lettre morte. Donc il y a de quoi effectivement décourager certains. Mais je pense que ce n'est pas le moment de se décourager. Parce que c'est un travail de longue haleine. C'est pratiquement un sacerdoce, comme je l'ai déjà dit. Et donc, petit à petit, je dis bien, les lignes vont bouger. Nous on va tracer un chemin, donc à creuser un sillon. Certains sillons sont engouffrés et petit à petit, les lignes commencent à bouger. Donc, il n'y a pas, de mon point de vue, à se décourager. Parce que s'il y a eu l'affaire Canis en son temps qui a défrayé la chronique, cette affaire également qui défraie la chronique, ça va faire en sorte que certains, effectivement, puissent commencer à dire attention, effectivement, nous pouvons être épinglés. Mais l'avantage en rendant véritablement justice et en sanctionnant les indélicats, c'est pour davantage dissuader ceux qui vont vouloir faire pareil. Parce que tant qu'il n'y a pas de sanction à la hauteur de la situation, tant que nous allons tourner en rond, et puis certains vont bénéficier d'un non-lieu inexplicable. Parce que le droit a été dit, mais quand vous regardez les faits, bon, c'est vrai, le droit a été dit, on a respecté ce que le droit positif a écrit, mais il y a un sentiment de vérité ou de justice qui n'est pas véritablement été rendu aux citoyens, qui voulaient effectivement en savoir davantage sur un certain nombre de choses. C'est ça que j'ai dit, mais le droit a été dit oui. Parce que, voilà, lui se fonde sur des textes, et c'est ça le droit. Et puis il dit le droit, bon, en fonction de votre connaissance du droit, si vous avez de très bons avocats, comment est-ce que vous allez jongler pour vous en sortir? Et puis, bon, on passe à autre chose. Le droit a été dit. Est-ce que justice a été rendue aux contribuables? Est-ce que la vérité sur ce que vous avez véritablement reproché, est-ce que la vérité a été connue? Ça restera la grande question. Alors que s'il y a des sanctions exemplaires, pas pour plaire, je ne dis pas des sanctions où c'est vous le bouc émissaire, on vous sanctionne pour plaire, non. Qu'en disant le droit, cela soit dans toute sa plénitude, que s'il y a quelqu'un qui devait être sanctionné, qu'il soit sanctionné. S'il n'y a personne à sanctionner, qu'on passe à autre chose, là, non seulement ça va dissuader, mais ça va aussi renforcer la confiance entre les justiciables et les justiciers, mais ça va contribuer davantage aussi à encourager des gens qui détiendraient des informations sur des cas de malversation, d'avoir le courage d'aller confier ça à qui peut, à qui de droit. Mais s'il n'y a pas ça, vous ne pouvez pas également encourager des gens à donner des informations, parce que après c'est tout ça pour ça. Beaucoup d'énergie, beaucoup de bruit, de conférences de presse, d'explications, et à la fin ça fait il n'y a rien. Et puis vous prenez une douche froide. Donc vous vous posez la question de savoir pourquoi moi j'ai fait ça. Est-ce que c'était la peine de dénoncer? Est-ce que c'était la peine d'aller le dire? Vous prenez le risque de vous exposer, et à l'arrivée le résultat il est là. Donc je pense que il y a cette réalité aussi qui est là. Mais j'ai dit bon, il n'y a pas à se décourager. Je dis parce que c'est un travail de longue haleine. Est-ce qu'il ne reviendrait pas aussi à faire comprendre aux populations que toute dénonciation ou tout soupçon n'est pas forcément une culpabilité? Ça, on est d'accord. C'est pourquoi j'ai dit de dire. C'est pourquoi j'ai dit il ne faut pas sanctionner pour plaire. Parce que quand on sanctionne pour plaire, pour que l'opinion dise ouais, voilà, ils l'ont tapé, non. C'est de dire à l'opinion il y a des soupçons.
nous, c'est pourquoi souvent on demande à certains dignitaires de prendre les responsabilités, de s'assumer et de quitter leur poste pour se mettre à la disposition de la justice. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous pouvez même revenir. Mais il y a d'autres qui se mettent à la disposition de la justice et puis la justice ne bouge pas. Il y a eu des cas aussi au Burkina. L'affaire Joseph Paré, ancien ministre du temps où il était ambassadeur en France. En tout cas, son entourage dit que monsieur aurait insisté auprès de Blaise Compaoré en son temps pour revenir répondre de ce qui lui est reproché. Donc, mais la casquette d'ambassadeur ne facilitait pas la tâche. La suite, on la connaît. Je ne crois pas que ce dossier-là a été traité. Et il y a eu plusieurs cas comme ça. Alors que c'est des soupçons. Il faut vider et puis passer à autre chose. Il y a combien de dossiers qui traînent, qui pataugent. Donc, il y a eu le dossier au ministère de l'enseignement du temps de Kumba Boli. Reproché à tort ou à raison d'avoir commis des malversations à hauteur de plus de milliards. On n'entend plus parler. Alors que c'est des soupçons qui pèsent sur une dame, qui peuvent être, comment on appelle ça, faux. Mais elle traîne ça. Et pour certains cas, celle-là, on dit qu'elle a pris de l'argent. Mais c'est pourquoi j'ai dit... Ça peut terminer l'image. Justement, mais ça termine, ça joue sur votre image. Et vous attendez que la justice soit rendue pour que... Mais ne serait-ce que vous laissez vous expliquer, vous avoir l'opportunité de le faire, ça ne bouge pas. Donc le citoyen, il se sent désabusé. C'est pourquoi j'ai dit, pour que le citoyen comprenne les règles du jeu, c'est de traiter le dossier jusqu'au bout. Qu'on dise qu'à la fin, il n'y a rien. Le cas de la Sonabel, pas pour faire de la pub, mais le dossier Salif Lamoussa Kaboré. Monsieur n'est pas au Burkina, mais il a été blanchi dans le dossier. Il a été dit que non, il n'y a rien. Bon, il a été blanchi. Au moins, le citoyen sait. Il y a eu des soupçons. La justice s'en est saisie. Elle a fait son boulot. Elle a abouti à ça. On passe à autre chose. Si le monsieur qu'on appelle Salif Sonabel allait avoir cette étiquette-là sur son dos. Mais c'est vidé. Donc pour les autres également, je ne sais pas pourquoi ça traîne et pourquoi on ne viderait pas. Je dis quand on vide, ça permet aux citoyens de savoir qu'il y a une justice qui est à l'œuvre et qu'il y a des gens qui sont soupçonnés, qui sont soit confortés dans les cas de malversation ou non. Ça va éviter que des gens qui n'ont pas envie de vous voir également vous salissent pour rien. Parce que c'est ça aussi. Quelqu'un va monter un faux truc et puis après ça tombe sur vous. L'événement a eu de la chance, le bimensuel l'événement a eu de la chance à Kourou pour des cas de malversation comme ça. Monsieur est venu dénoncer qu'il y a des cas de malversation, il y a des détournements alors qu'à la fin il était parti, lui il faisait partie du deal, mais il a été grugé. Donc c'est beaucoup plus la frustration qui a poussé monsieur à aller voir un journaliste d'investigation pour lui dire qu'il y a des cas de malversation, de détournement, ils prennent l'argent, ils font ci, il y a des surfacturations, donc c'est pas normal, il apporte. C'est dans l'enquête également du bimensuel qu'ils se sont rendus compte. Ton Ahmed Bari s'est rendu compte que monsieur... Il n'a pas eu gain de cause. En réalité, c'est parce qu'il n'a pas... Il lui a dit... Bon, monsieur, une délation. Ah oui, vous avez dénoncé, oui, effectivement, voilà. Mais moi-même, mes enquêtes vous impliquent. Qu'est-ce que vous dites sur ce qui vous est reproché? Et monsieur lui-même, il est assis. Donc, c'est ça aussi. Donc, monsieur a été grugé, il prend des données sur une clé USB, il part filer, alors que lui-même, il fait partie. Voilà, il a été grugé. Alors qu'au départ, il a été associé. Donc, dans le partage, là, il y en a un qui a été frustré, puis voilà, l'affaire a fuité. Donc, ça, ce sont des cas. C'est vrai, il y a eu malversation, mais l'intention de dire que je suis citoyen intègre et honnête qui dénonce, l'intention est fausse. Et c'est une mauvaise intention. Parce qu'ici, ce n'est pas la volonté manifeste d'une propreté dans la gestion qui est exigée, mais c'est la conséquence d'une frustration dont je veux qu'on les sanctionne pour étancher ma frustration. C'est vrai que le cas de malversation, il est là. Mais en même temps, la personne qui l'a dénoncé, ne l'a pas dénoncé dans la volonté que les choses bougent. Parce que rien ne prouve qu'après, si les choses marchent et qu'il est dans le système, il ne va pas continuer la même chose. Et d'ailleurs, il va continuer. Donc, la réalité, elle est là implacable. Mais ça permet aux citoyens de savoir qu'il y a une justice qui est là, qui juge
qui rend justice, qui fait ci. Sinon, à cette allure, les malversations vont continuer et ne comptez pas sur beaucoup de gens, ne comptez pas sur certains également pour dénoncer. C'est pourquoi d'ailleurs, lors du dernier rapport du RENLAC, je m'en étais fait écho, les gens pensaient que ça venait de moi. Un auditeur avait dit que lui ne voyait pas l'utilité des rapports du RENLAC. Parce que pour lui, le RENLAC dénonce, mais bon... C'est un couteau dans l'eau. Voilà, un coup de pied dans l'eau. Et quand on dit que une vieille qui est au village, pour des cas d'excision, dès que la dénonciation est faite à 8h ou plus tard à 10h, elle est prise. Il y a une célérité à toute épreuve à ce niveau-là. Mais pour les cas de malversation, de gros bonnets, bon, chacun fait la sourde oreille ou fait semblant de voir. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Voilà. Justement, parlons de cette collaboration avec les services judiciaires, parce que le procureur a invité les citoyens qui détiendraient en tout cas des informations relatives à la commission d'infractions économiques et financières de les tenir à sa connaissance. Est-ce que, un peu comme la collaboration avec les FDS, où il y a quand même véritablement des risques, parce qu'on a comme l'impression qu'il n'y a pas une prime à l'effort de collaboration des citoyens, est-ce que ça également c'est pas un handicap à la suite de certains dossiers? Je ne comprends pas bien. Je veux dire, est-ce que les populations qui seraient peut-être tentées de collaborer avec les services judiciaires pour dénoncer des informations, des cas de malversation, est-ce que du fait qu'il n'y a pas un encouragement, notamment pour les suites à donner pour ces dossiers-là, ça ne pourrait pas refroidir les ardeurs donc, des populations à contribuer? Moi, je ne sais pas pourquoi un encouragement. Je crois aussi que il y a à éduquer, c'est le rôle aussi de nous en tant que médias, à éduquer sur un certain nombre de comportements. On ne fait pas ça pour avoir une rétribution forcément à retour. La rétribution même, c'est parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'on veut? C'est que celui qui a droit à quelque chose puisse vraiment entrer en position de cela. Mais là, celui qui n'y a pas droit ne devrait pas le prendre. Je pense que c'est le principe. Et c'est comme ça qu'après on a assaini aussi la question de la redistribution des richesses. Donc par ricochet d'une façon ou d'une autre, nous tous nous y gagnons. Donc pourquoi est-ce qu'il va avoir il doit avoir un genre de bonus parce que vous avez aidé vous avez dénoncé ou bien vous êtes venu apporter des preuves pour un certain nombre de malversations. Sûrement que ça veut dire que vous avez été victime. Donc ça veut dire que vous ne voulez même pas que ça continue. Puisque si c'est réglé, vous n'êtes plus victime. Le gain même, il est là déjà. Donc, pour moi, c'est pas ça le débat. Il faudrait qu'il y ait une société qui n'accepte plus un certain nombre d'éléments, qui n'accepte plus que les choses se fassent d'une certaine façon. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Et là, ça passe par la leçon. C'est pour ça que je dis la justice, ici, elle a un gros boulot à faire. La seule façon qu'on a de pouvoir à la fin avoir des Burkinabés qui sont réceptifs au message même que le procureur lui-même a donné, à savoir si quelqu'un a des éléments relativement à l'affaire, qu'il vienne apporter sa contribution pour que ce type de message-là puisse tomber dans des oreilles qui soient attentives et favorables. Il faudrait que les décisions que vous donnez là n'aient pas l'ombre et le soupçon pour la majeure partie des Burkinabés d'arrangement ou d'harakiri derrière. Parce que tant qu'on attrape son voleur, tant qu'on on attrapera le corrupteur, tant qu'on attrapera celui qui a détourné, et que après on ne comprend pas comment est-ce qu'il est dehors, ne demandez pas à celui qui a contribué à ce qu'il soit dedans là de revenir se mettre encore en difficulté et en insécurité. Tu attrapes ton voleur, tu l'emmènes à la police et puis demain il vient taper à ta porte pour te dire mon frère, prochainement il faut savoir ce qui te regarde. Hein. Tu penses que demain quand on va créer le voleur, tu vas venir attraper quelqu'un? Tu vas venir attraper quelqu'un? Ah, tu n'es pas fou. Ah. C'est de ça qu'il s'agit. Viens contribuer à élucider les choses. Oui, mais je vais venir là, puis après il va savoir s'il sera dehors. Je vais venir contribuer à quoi? Quelle protection pour les dénonciateurs? C'est ça le fond. C'est ça le problème de fond. Donc, la machine, pour être efficace, a besoin de tout le monde. Mais pour que tout le monde ait confiance à la machine, il faudrait quand on regarde dans ces décisions-là, on sent qu'il y a une once de justice au sens commun des mortels. Parce qu'au moins, ça là, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir que ça là, c'est vrai, le type là, il a raison. Quelquefois, il y a des choses, vous regardez, vous vous dites, mais ça, c'est arrivé comment? Vous ne pouvez même pas parler, parce que si vous parlez même, vous là même, vous allez avoir des problèmes.
c'est la vérité, c'est ce dans quoi nous sommes. Et si ça ne change pas, ça sera compliqué. La question de l'indépendance de la justice, là, c'est au sens plein du terme. C'est l'enlever sous le joug d'intérêts externes comme d'intérêts internes même de personnes de la justice ou de corporations. De l'appareil judiciaire. C'est ça la vérité. Il ne faut pas l'enlever sous un joug pour le mettre sous un autre joug et penser qu'on parle d'indépendance. Ce n'est pas de l'indépendance. C'est une forme de dépendance qui a été à des fins changées. Il ne faut pas qu'on se leurre. Et tant qu'elle ne transpire pas dans ses décisions, cette indépendance, et qu'on ne sente pas que le X ou Y, s'il y a un problème, dans tous les cas, la justice est toujours du côté de ce qui est vrai, la question de la confiance ne peut pas être plus que raffermie. C'est ce que je pense. D'accord, merci à tous les deux pour cette lecture, puisqu'on a saisi cette affaire à la Softex pour parler de la perception de façon générale des Burkinabés sur la gestion des questions de corruption et de malversation financière. Merci à tous les deux, on félicite le journal, le reporter et l'ensemble donc de la presse burkinabé, et également ayons confiance à la justice qui va en tout cas donner tous les moyens pour donner suite à ce type d'affaires. On va maintenant parler politique au niveau donc du Ghana, puisque les Ghanéens donc ont assisté à de véritables scènes de chaos à la Chambre du Parlement. Hier, donc, ils ont vu leurs députés se battre entre eux alors qu'ils étaient réunis pour élire, il faut dire, leur nouveau président. Mais devant l'impossibilité de se mettre d'accord sur la façon d'y parvenir, le parti donc de la majorité voulait que le vote soit transparent, c'est-à-dire qu'au bulletin ouvert, alors que l'opposition a insisté pour un vote secret. Et dans l'impasse, un député donc du parti au pouvoir a tenté de s'emparer de l'urne contenant donc les bulletins de vote lors de l'élection du président de la Chambre, et c'est finalement le député de l'opposition du Congrès national démocratique qui a été élu. Et c'était une scène qui a été donnée de constater en direct à la télévision nationale ghanéenne. Quel regard peut-on y porter déjà? Ben Abougma, le Ghana cité comme une démocratie qui donne à voir ce type de spectacle. Quelle est votre réaction a priori? Deux raisons. Pour me répéter par rapport à ce que j'avais dit hier, la qualité des hommes qui animent la démocratie, qui feront également la qualité de cette démocratie. La deuxième lecture, c'est compte tenu également de la parité de cette assemblée. 137-137. L'équipe de Dramani à 137, l'équipe de Akufo-Addo à 137. C'est vrai qu'il y a un indépendant. Un seul indépendant qui est rentré. Parce que leur système est tellement que c'est de gros partis effectivement qui se disputent la finale. Donc 137-137 avec un indépendant, naturellement ces choses-là vont venir. 3 tours d'élection sans pouvoir élire le président. Puisque chacun campe sur ses positions. Et c'est l'indépendant qui est maintenant le faiseur de roi. C'est vers où maintenant il va se pencher. Je pense que c'est là que les choses vont se déterminer. Voilà. Donc ça c'est la conséquence d'une telle situation. Et c'est sûr qu'à l'allure où vont les choses, c'est un Ghana qui risque d'avoir une crise politique compte tenu de cette égalité à l'Assemblée nationale. C'est vrai que ce qui est mis en évidence, il y a eu de la contestation par rapport aux résultats, il y a des recours qui sont déposés, mais la réalité, ce n'est pas du fait de comment on appelle ça, de la sincérité des urnes, c'est le fait de l'élection du président du Parlement, effectivement, qui a envoyé une telle situation. Le président, lui, il a prêté serment. Et puis bon, contre John Dramani, ils se connaissent bien d'ailleurs, parce que les mêmes là, c'est la troisième fois qu'ils s'affrontent. Donc c'est des gens également qui se connaissent bien. Maintenant, dire quel commentaire on peut faire de ce qui est donné de voir. Bon, donc c'est la conséquence du système, mais aussi de la qualité des hommes. Vous décidez d'un mode de désignation du président. Si vous voulez que le mode change, je pense qu'il y a des mécanismes. Si ça ne change pas, de façon républicaine, en bon républicain, vous vous conformez. Pourquoi est-ce que vous devez vous lever, vous allez vous lever, aller prendre l'urne? Pourquoi? Ça, c'est la qualité des hommes. Ce n'est pas... Puisque vous êtes entendu par rapport au mode de désignation, bulletin secret, si vous ne voulez pas le bulletin secret, c'est parce que vous n'êtes pas sûr de vos hommes. Si vous êtes sûr de vos hommes, il n'y a rien à craindre. Maintenant, il faut courtiser sérieusement l'indépendant.
parce que c'est ce qui va faire balancer. Voilà. Donc maintenant, est-ce qu'il fallait un quorum? Je ne connais pas à l'interne les conditions pour savoir s'il faut atteindre un quorum ou il faut atteindre la majorité simple ou la majorité absolue. Deuxième lecture, en réalité, en général, dans ce genre d'élection, quand vous n'arrivez pas à atteindre, au bout d'un certain nombre de tours, dans certains règlements intérieurs, c'est 3 tours, d'autres c'est 4 tours, d'autres c'est 5 tours. Quand vous n'arrivez pas à atteindre, le règlement intérieur permet que le candidat le plus âgé soit élu. Dans nos conseillers municipaux, c'est comme ça. Quand il y a un affrontement et puis dans un cycle interminable. Oui, je crois qu'au bout de 3 tours, si vous n'arrivez pas à avoir le maire, le candidat le plus âgé est élu automatiquement à l'issue du dernier tour qui a fait que ça n'a pas marché. Donc, je pense également que les Ghanéens ayant bien, comment on appelle ça, déposé les balises pour la démocratie, je crois que je dois avoir également ce système de fonctionnement-là. Et quand il y a des boycotts parfois qui arrivent à ce moment-là, c'est quand ils savent qu'au terme du règlement intérieur, ça ne va pas être évident pour eux. On l'a vu dans une commune rurale dans le Boulkemde, où les deux candidats se sont affrontés. Et quand ils ont su qu'à l'issue de ce tour, c'est le candidat le plus ancien, le plus âgé qui va avoir, l'autre, elle, a claqué la porte. Ils ont vidé la salle. Alors qu'ils étaient là au début du processus. Premier tour, égalité, on recommence. Deuxième tour, égalité, on recommence. Troisième tour, ils ont vidé la salle et les autres ont continué les travaux. Et après, c'est pour revenir boycotter les sessions ou empêcher de tenir les sessions. Ou contester. Voilà, contester et bouder et faire en sorte que les sessions ne se tiennent pas. Parce que si vous n'atteignez pas le quorum, vous ne pouvez pas siéger. Et revenir après, bloquer ça au terme également de la procédure, parce que si le conseil municipal n'arrive pas à siéger au bout d'un certain nombre de temps, il faut commencer les élections à zéro. Et la commune dont je parle a recommandé, les élections ont été reprises à l'issue des municipales. Donc, peut-être que si monsieur part soulever l'urne, c'est parce qu'il sait qu'au terme du règlement intérieur, à la fin, ça ne va pas être évident. Si c'est le même règlement, s'ils ont le même contenu dont je parle, parce qu'à peu près les pays ont à peu près les mêmes règlements. Donc nous devons être dans une telle situation. Si on ne devrait pas, effectivement, évidemment, en arriver là. Donc, certains font le choix, quand c'est à égalité comme ça, ils font le choix des candidats en tenant compte d'une telle possibilité. S'il y a blocage, on veut prendre le plus ancien, il faut que nous, pour l'emporter, on fait le choix du candidat en tenant compte de la réalité, parce que ça peut bloquer et on va mettre le règlement, cette disposition du règlement en application. Et donc, il y en a qui le font. Mais en même temps, c'est des ambitions personnelles, c'est des choix des personnes qui peuvent être bien, mais qui sont moins âgées. Donc vous faites un choix et puis bon, vous comptez sur autre chose. Voilà. Donc je pense que c'est ce qui nous a été donné de voir. Geoffroy, quand on aborde ce type de questions, il y en a qui disent que ce n'est pas inédit, même chez les grandes démocraties, on voit aussi des députés se battre. Mais un parlement, c'est quand même le lieu par excellence de l'expression de la démocratie. Quand on en vient à ce que l'armée soit invitée à mettre l'ordre, le calme donc dans un parlement, on a quand même touché le fond, on a dérivé de façon considérable. Oui, c'est clair que c'est des scènes de chaos auxquelles l'on n'est pas habitué. Et puis, parlant de la démocratie ghanéenne, je pense que c'est quand même la première fois qu'il y a eu l'armée qui intervient dans cette chambre-là, ce qui est quand même inédit. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Les grands exemples de démocratie nous ont montré pire. On pensait que Damana Picasse était le seul à pouvoir déchirer un papier pour mettre fin à la proclamation des résultats en Côte d'Ivoire, mais au Capitole il y avait beaucoup de Damana Picasse. Et puis apparemment à la chambre ghanéenne il y en avait aussi, parce qu'il y en a qui voulaient comme quelqu'un lors des élections au Burkina Faso ici, ils voulaient partir avec lui. Donc quelquefois il y a des gestes de dépit lorsqu'on voit que les choses ne vont pas dans le sens qu'on veut. Quelquefois c'est ça aussi le politique qui devient gamin presque lorsque ses intérêts sont à défendre. Mais quoi qu'on dise, c'est vrai que la scène n'est pas belle à voir. Et puis c'était des éléments qui étaient en train d'être diffusés en direct.
Oui. Donc, tous les Ghanéens s'asseyaient pour voir qui serait le prochain président de cette chambre-là. Et avec une élection, c'est vrai, ils s'attendaient à ce que ça allait se faire à couteau tiré parce qu'il était à 137, mais attention, il y a l'un des députés de l'opposition qui avait été suspendu depuis mercredi déjà. Oui. Donc, lorsque Mr. Kingsford Bagbin arrive avec 3 voix en plus, on se pose la question de savoir, même s'il a eu l'indépendant, ça veut dire qu'il a eu 2 voix en plus au niveau du MPP. Donc on comprend pourquoi est-ce qu'ils ont voulu que le vote se fasse à bulletin secret. C'est ça la réalité de nos démocraties et la réalité de nos assemblées nationales. Il y en a qui votent sans conviction. C'est-à-dire que si on veut sonder leur cœur là, ils ne vont pas voter ça. Mais comme on dit à main levée, des fois il lève ses 2 mains même et puis il fait comme ça en regardant à gauche parce qu'il se demande si on regarde bien qu'il a levé les 2 mains. Mais dans son corps, on sait bien que même un doigt n'allait pas lever. C'est la vérité qui est là. Mais il faut qu'on ait des gens qui s'assument. Et ça, c'est plus important. Mais c'est triste ce qu'on a vu du Ghana. Mais bon, on aura aussi un autre visage de la démocratie ghanéenne. Quelquefois, les antagonistes s'expriment comme ça. Mais le plus important, c'est de savoir apaiser les choses et aller de l'avant. Pour ce qui est de l'histoire ghanéenne, on a NDC, NPP qui s'affrontent depuis, qui sont toujours au coude à coude. On l'a vu même avec les résultats de la présidentielle. C'est toujours avec une petite tête. Et c'est ce que ça donne. On espère qu'ils vont savoir raison garder et puis passer à autre chose. Merci à vous pour cette lecture de la situation au Ghana et merci donc à tous ceux qui nous ont suivis, à l'équipe de réalisation. Fin d'appréciation de l'actualité pour cette semaine. On vous retrouvera forcément lundi pour d'autres sujets. Prions pour que la paix nous fasse la guerre et que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.